12 entreprises africaines ne seront plus éligibles au marché et au financement de la Banque africaine de développement BAD. C'est le résultat des procédures de sanctions que la banque a lancées contre de nombreuses entreprises impliquées dans des activités frauduleuses. La plupart de ces entreprises sanctionnées ont été reconnues coupables d'avoir enfreint aux normes d'éthique et juridiques dans les domaines de passation de marché, de la mise en œuvre de projets et des pratiques de gouvernance. Entre 2023 et 2024, 12 entreprises africaines ont été sanctionnées pour diverses formes de mauvaise conduite, notamment la fraude et la corruption dans les projets financés par la banque. Selon la Banque africaine de développement, son rôle ne se limite pas seulement à approuver et à décaisser des fonds, mais aussi à veiller à ce que ces fonds soient utilisés aux fins prévues. La BAD déclare qu'elle impose des sanctions aux entités impliquées dans des pratiques coercitives, collusoires, corrompues, frauduleuses ou obstructives. Les entreprises sanctionnées sont enregistrées dans divers pays africains et sont exclues du marché de la BAD pour des périodes allant de 12 à 36 mois. Parmi elles, 3 entreprises kenyanes et 2 entreprises nigérianes. Par ailleurs, depuis 2023, la BAD a lancé une campagne pour faire connaître sa politique de dénonciation. Elle comprend la mise en place de bureaux d'information, de distribution de matériel pédagogique, de fourniture des fiches d'information et de la foire aux questions. Le gouvernement togolais a harmonisé les tarifications notariées. La décision rendue publique récemment a été prise lors du dernier Conseil des ministres. Cette réforme, à l'égard des services notariaux, étant en perspective depuis plusieurs années, a pour objectif d'harmoniser les pratiques notariales sur l'étendue du territoire national. Le test de cette harmonisation a été fait en concertation avec la Chambre nationale des notaires. Cette nouvelle disposition vient mettre fin aux inégalités des tarifs observés dans le milieu notarial togolais. Le dit test prévoit non seulement des rémunérations fixes sur certains actes notariels, mais aussi des rémunérations qui peuvent varier en fonction des actes. Ce nouveau test abroge le décret de 1960 qui est aujourd'hui jugé obsolète face aux évolutions économiques et juridiques. Tout ceci met les tarifications des actes notariés togolais en conformité avec les standards de l'Union monétaire ouest-africaine. Selon certains, cette nouvelle mesure permettra dans un premier temps de renforcer la transparence dans la profession notariale et dans un second temps d'améliorer la sécurité juridique des transactions pour non seulement les particuliers mais aussi les entreprises. Rappelons que l'harmonisation de la tarification des actes notariés s'inscrit dans le cadre des efforts qui visent à favoriser le climat des affaires et à le rendre plus attractif sur l'étendue du territoire togolais. Véritable épidémie silencieuse et pourtant très meurtrière, le diabète tue plus que le sida, la tuberculose et la malaria réunis selon les experts de la santé. Au Togo, les statistiques sur cette maladie sont alarmantes puisque la prévalence est de 4,9%, soit plus de 400 000 personnes. Plus alarmant encore, environ 70% des personnes diabétiques ignorent leur statut. Malheureusement, cette ignorance favorise l'apparition des complications graves chez certains patients. Le diabète est aussi à l'origine de nombreux cas d'amputation des membres et constitue la deuxième cause de mise en dialyse pour insuffisance rénale dans le pays. Face à la situation, il urge de renforcer les efforts de dépistage et d'accès aux soins et surtout de sensibilisation. Pour rappel, le diabète est une maladie qui se caractérise par la présence trop importante de glucose dans le sang. Le nombre de cas de décès dus au choléra augmente chaque année, affectant entre 1,3 et 4 millions de personnes selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En 2023, les cas signalés ont bondi de 13% par rapport à 2022, tandis que les décès ont enregistré une hausse de 71%. Présente dans plusieurs pays d'Afrique, notamment la RDC, le Soudan et le Togo, cette maladie infectieuse reste un problème de santé publique. Au Togo, on enregistre une résurgence de cette maladie. Le 12 décembre dernier, dans la région du Grand Lomé, les autorités ont rapporté que la maladie a fait 4 décès, dont 2 survenus à domicile. Depuis septembre, la préfecture d'Aguenivé connaît une recrudescence des cas, avec un bilan de 8 cas confirmés
et 2 décès durant cette période. Ce mardi, 3 nouveaux cas ayant décès ont été signalés, principalement dans les communes d'Aguenivé 1 et 4, notamment à Aoussa Zongo. Pour lutter contre cette infection intestinale aiguë, transmise par des aliments et de l'eau contaminée, une réponse collective s'impose. Les règles d'hygiène doivent être strictement respectées. Maintenir un environnement propre, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, consommer de l'eau potable et gérer les déchets de manière appropriée. Ces mesures sont d'autant plus cruciales en période de fête où la propagation de la maladie peut s'intensifier. Face à des symptômes tels que les diarrhées liquides et abondantes, des vomissements ou des douleurs abdominales, il est impératif de consulter un centre de santé pour une prise en charge rapide. Seul un effort conjoint permettra d'endiguer cette menace. Au Burkina Faso, les auteurs du putsch manqué de 2015 seront bientôt amnistiés. La junte au pouvoir vient d'adopter une loi qui vise à réintégrer les militaires soupçonnés d'avoir tenté de renverser le régime qui avait chassé l'ancien président Blaise Compaoré du pouvoir. Les personnes concernées par cette loi d'amnistie seront bientôt indiquées dans le futur décret, selon le ministre de la Justice. Ce dernier affirme que pour bénéficier de cette grâce, les amnistiés devront manifester la volonté et l'intérêt d'être déployés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire. Les prévenus sont passés devant le tribunal en septembre 2019, mais les jugements en appel n'ont toujours pas eu lieu et le ministre estime que la loi d'amnistie pourrait débloquer la situation. À la suite de l'insurrection manquée de 2015, plusieurs officiers, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, avaient été condamnés à des peines de prison ferme. Au Nigeria, au moins 32 personnes, dont 4 enfants, ont perdu la vie dans une double bousculade à l'occasion d'une distribution de cadeaux de Noël. Samedi, les faits se sont déroulés à 2 endroits distincts où la foule se précipitait pour recevoir vivres et vêtements, raconte cette femme, témoin de la scène. Ils ont ouvert la porte ce matin, tout le monde s'est précipité, puis certaines personnes sont tombées et on a commencé à leur marcher dessus. Ils les ont piétinées jusqu'à ce qu'elles meurent. L'une des bousculades a eu lieu tôt le matin devant l'église catholique Holy Trinity d'Abuja, où certains avaient passé la nuit à attendre. 1000 personnes ont été évacuées selon les autorités. Nous avons constaté que beaucoup de personnes ont été piétinées. Il a fallu beaucoup d'efforts pour les transporter immédiatement à l'hôpital. Mais malheureusement, nous avons perdu 10 personnes, dont je pense 4 enfants parmi les victimes. Ces 2 tragédies surviennent quelques jours après une autre bousculade dans le pays le plus peuplé d'Afrique, qui fait face à la pire crise du coût de la vie de son histoire. Le geste est précis, la technique maîtrisée. Avec son rasoir intégré dans son peigne et ses produits de fortune, Papy Kalomé peut reproduire quasiment toutes les coiffures, comme dans un salon. Sauf que lui est sur le trottoir. Il ne possède qu'un siège et un vieux miroir. C'est suffisant pour travailler, mais cela reste très précaire. Pendant la pluie, on a des difficultés de protéger les histoires. Et puis, c'est un marché pirate. Hein. Il y a des fois où tu dois fuir avec tes histoires. La police arrive. Voilà, prenez le bagage. Les miroirs peuvent se casser. Voilà. Le prix de sa coupe est imbattable, 2000 francs congolais, soit 65 centimes d'euros. Comme lui, des centaines de coiffeurs de rue à Kinshasa vivent de ce travail informel. Beaucoup aimeraient bien développer et officialiser leur activité, car les clients sont là, mais sans aide extérieure, cela reste très compliqué. J'aimerais que le gouvernement et nos autorités me soutiennent dans ma démarche. J'aimerais créer un organisme de formation en coiffure pour les enfants de la rue. Parce que moi, je ne connais pas d'autres métiers. J'ai commencé ce métier très jeune. Je manque de moyens, mais j'aime ce métier. Comme leur travail n'est pas déclaré, ces coiffeurs de rue sont officiellement sans emploi. C'est aussi le cas de près de la moitié de la population congolaise, selon le ministère du Plan. Sur les traces de son père,
Mahamat Idriss Déby devient maréchal du Tchad. Le chef de l'État accède au même rang que son père, Idriss Déby Itno, mort au combat en 2021. Lui avait régné 30 ans sur son pays, son fils a pris le pouvoir il y a seulement 3 ans. Avec cette élévation à la dignité de maréchal, Mahamat atteint le plus haut grade militaire, au-dessus de tous. L'histoire tumultueuse de notre pays a révélé au moins la grandeur de notre armée et la bravoure de l'homme tchadien. Cette élévation est aussi celle de cette grandeur de notre armée et de cette bravoure de notre peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. L'armée est le cœur de sa réussite et il faut le montrer. Par ces vidéos, par exemple, diffusées par la présidence tchadienne fin octobre. C'était lors d'une opération menée aux alentours du lac Tchad cette année. Elle montre Mahamat Idriss Déby en tenue au centre de l'image, foulard couleur sable sur le front. Il mène personnellement, est-il précisé pour accompagner les images, les actions contre Boko Haram. Pour les opposants, cette opération représente une mise en scène pour lui permettre justement d'accéder au grade de maréchal. Mais pour ses soutiens, les services rendus à la nation vont bien au-delà de l'aspect militaire. Ça, c'est pas un cadeau, ça, c'est un mérite. Il a pu rassembler tous les Tchadiens. Il a eu à faire une réconciliation sans précédent. Il a accepté d'intégrer tout le monde. Tous au Tchad ne saluent pas l'événement. L'opposant du parti Les Transformateurs, Béni Sitak Yombatina, a suivi la cérémonie et elle l'inquiète. Cette hyper personnalité, cet orgueil, n'est-ce pas, que j'ai appelé la mégalomanie, la folie de la grandeur, c'est de vouloir penser qu'on a tout le pouvoir et donc on peut, n'est-ce pas, s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette posture-là et on peut, n'est-ce pas, être au-dessus du pays. À 40 ans, Mahamat Idriss Déby, en succédant à son père comme maréchal, mais bien plus tôt que lui, valide une nouvelle étape importante pour la succession dynastique. Voilà peut-être un des derniers pays d'Afrique où la France n'essuie pas de vent contraire. En visite à Djibouti, Emmanuel Macron a insisté sur l'importance stratégique de ce petit territoire de la Corne de l'Afrique qui abrite la dernière grande base militaire française avec 1500 hommes. Cette présence à Djibouti est bien sûr également orientée vers l'océan Indien et l'Indo-Pacifique. Et notre stratégie Indo-Pacifique, réaffirmée, consolidée depuis le printemps 2018, ne pourrait se faire sans justement les forces françaises de Djibouti et ce qu'elles permettent de faire. En même temps que c'est un point d'appui pour des opérations essentielles et des missions d'urgence. Situé face au golfe d'Aden, passage obligé du commerce naval en direction de l'Europe, Djibouti est aussi un point de projection pour les ambitions de la France vers la zone d'Asie et d'Océanie, ainsi que vers les puissances émergentes, l'Inde et la Chine notamment. Mais depuis que la France a été contrainte d'évacuer ses troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et que les contingents français plient maintenant bagage au Tchad et au Sénégal, la France doit revoir sa stratégie militaire africaine. Un objectif annoncé ce vendredi par le chef de l'État avant un dîner de Noël avec les troupes, et Djibouti de devenir de fait le dernier point d'appui de l'armée française sur le continent. Notre rôle change en Afrique, mais c'est ce que nous avons voulu. Parce que le monde change en Afrique. Parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent, et parce que nous avons décidé de manière souveraine, en février 2023, après plusieurs années de changements progressifs, eh bien de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés qui doivent expliquer leurs besoins, les formuler. À Djibouti, la présence française n'est pas contestée, mais elle doit tout de même fournir des gages face à la présence d'autres puissances, Chine et États-Unis notamment. Un traité de coopération de défense a été renouvelé et les deux chefs d'État ont aussi signé 2 accords, l'un sur la construction d'un nouvel aéroport à Djibouti, un autre sur le développement d'une agence spatiale. Aux portes de ce centre de réhabilitation en Syrie, des centaines de soldats veulent être pris en compte dans le programme d'amnistie pour les soldats et les agents de police qui n'ont pas participé aux crimes du régime du président déchu Bachar el-Assad.
Ceux qui servaient dans l'armée sont venus ici pour régulariser leur situation. Nous espérons qu'ils vont reconsidérer notre statut. Nous n'avons été impliqués dans aucun des bains de sang. Nous servions simplement le pays il y a longtemps. Samedi à Damas, les soldats de l'ancien gouvernement ont officiellement intégré la nouvelle armée syrienne, un processus organisé par les nouveaux maîtres de Damas. Ici, c'est un centre de régularisation pour les soldats, officiers et militaires du service obligatoire de l'ancien régime. Ils viennent ici au centre remettre les éléments liés à leur service auprès de l'État syrien, comme les mitrailleuses, les pistolets, les cartes d'identité. Puis nous leur donnons une nouvelle carte d'identité temporaire de réhabilitation en attendant de leur délivrer une carte permanente. La vague de violence qui a suivi la chute de Bachar al-Assad a très vite été maîtrisée et cette organisation de l'armée aussitôt lancée est un franc succès. Nous avons été surpris par les chiffres. Nous avons ouvert des centres et l'affluence est énorme. Les soldats se comptent par milliers comme nous pouvons le constater. Environ 1500 personnes dans ce centre. Le groupe militant Ayatari al-Sham, autrefois affilié à Al-Qaïda, a mené l'insurrection contre Assad, mais il est désormais engagé à la reconstruction du pays et à l'unification de ses nombreuses factions.